Mais en fait, ce qui est beau, c'est que quand on pense à la mort, et ben on pense à la vie. Et quand on pense à la vie et qu'on se dit qu'on va mourir, on se dit que c'est court la vie et qu'il faut qu'on fasse plein de choses. La mort crée une urgence de création énorme. On aime bien parler de sujets profonds, mais de les amener à des endroits fantomatiques. Je m'appelle Claire Bonneau et vous écoutez Désenchantement, le podcast qui se demande comment vivre après avoir été désenchanté. Une traversée sur le fil entre désillusion et création. Comment réembarquer sur une barque échouée? Comment vivre dans la réalité sans renoncer à ses rêves? Peut-on même encore rêver? À quoi ressemblera le monde d'après? Je vous propose, à mes côtés, de voyager vers ceux qui n'ont pas tout à fait déchanté et se permettent encore et toujours de rêver, et de voir dans ce que l'on appelle réalité un espace infini de créativité et d'autres mondes à inventer. Peut-on habiter le monde tout en inventant le sien? Ces funambules nés ont peut-être la clé et je m'en vais dénicher leurs secrets. Pour moi, pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous emmène dans le sillage d'une comète dont le spectacle terrien vaut le détour. La comète, c'est le nom d'une boîte de production d'un genre nouveau et association de talents qui pilote de véritables ovnis créatifs depuis 10 ans. À la manœuvre, un duo d'enfer, les auteurs, réalisateurs et metteurs en scène, Jeanne Frankel et Cosme Castro. Je les rencontre ce jour-là chez eux, aux portes de Paris, un lieu à part déjà, propice à toutes les inventions. Le porche d'entrée annonce la couleur, bleu, jaune, rose, vert, violet. L'espace est quadrillé de carrés pop colorés. Ça va? Ouais. C'est la vie. C'est trop beau, je me suis demandé si c'était vous qui l'avez peinte. Ouais, c'est La la devanture, c'est... Une courette et, au bout de l'allée, un jardinet devant une maison aux volets rouges. On se croirait dans un autre temps, un peu flottant. Leur bureau, dans le petit atelier attenant, est envahi de VHS, soigneusement classés, et de stylo-bic vintage collectionnés. Ces vestiges d'une autre époque côtoient des Macs ultra performants. C'est tout l'art du grand écart cher à la comète. De quoi s'offrir un sacré voyage en apesanteur, entre le cinéma, le théâtre, la musique live, les trucages et les arts graphiques. Leur ingrédient miracle? Le concept de méta-cinéma, soit l'art de projeter des films en même temps qu'ils sont tournés ou inversement. Pour commencer, je leur pose la question rituelle du podcast. Ça évoque quoi pour vous, le désenchantement ? Et Cosme m'a dit le plus grand désenchantement, c'est quand le câble HDMI ne marche pas. Ah, j'adore. Je crois que c'est ça pour nous, c'est quand le flux est rompu entre notre fabrication et le spectateur. C'est un gros sujet pour nous depuis 10 ans, c'est que le câble fonctionne. Et ça peut être vraiment source de désenchantement pour nous quand ça marche pas. Alors aujourd'hui, vous concevez des univers de toutes pièces, et si on rembobine, quel est celui qui vous a façonné enfant ? Je crois qu'avec Cosme, on a cette passion commune de, de la frontière entre le spectaculaire et l'envers du décor. Et chacun à notre manière, on a vécu et grandi dans des lieux où on fabriquait des choses. Cosme, il a grandi au théâtre et moi, j'ai grandi dans les fabrications de maisons plutôt. Et aussi dans la musique, pas mal. Et enfant, j'avais vraiment cette fascination et c'est ça qui a fait que j'ai voulu fabriquer des choses. C'est ce moment où j'ai vu un spectacle et j'ai eu la chance de voir l'envers du décor du spectacle. Et cet endroit-là, exactement, cette frontière, cette ligne entre l'artifice, la mise en scène, la magie que procure un spectacle, un tournage ou un concert, et le moment où tout s'arrête, ou le moment où c'est fini et on enlève son costume, où on voit que derrière la feuille de décor, il y a 3 cales en bois qui tiennent ce qu'on a pensé être un château, une maison. Et en fait, c'est exactement ce passage-là entre les deux mondes, cette frontière-là, elle m'a donné envie de raconter des histoires.
Et toi, t'étais vraiment dans le théâtre? Enfin, t'avais la chance d'être dans les coulisses d'un théâtre ou c'était un tout autre univers? Moi, pas du tout. Cosme, lui, il a vraiment grandi sur les planches et derrière et dans les loges et vraiment au théâtre. Moi, non, mais mon père était musicien et j'ai grandi avec beaucoup de musiciens autour de moi, donc j'étais beaucoup dans des concerts enfants et après aussi dans la fabrication de maisons où c'est la même chose. En fait, moi, je fais beaucoup un parallèle entre l'architecture et le cinéma, en tout cas l'idée de fabriquer une maison ou un décor, c'est la même chose, sauf que j'ai toujours trouvé très angoissant le fait de fabriquer des choses qui allaient durer dans le temps, comme une maison, et fabriquer de la scénographie, ça m'a fait plus envie. C'est intéressant, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui te faisait peur? C'était le côté réalité, le fait que ça allait durer La responsabilité, j'ai vu mes parents avoir des responsabilités, ils fabriquaient des maisons pour des gens qui allaient vivre dedans toute leur vie, et je trouvais ça très très angoissant. Par contre, fabriquer un spectacle et après tout démonter et ranger ça dans un camion et que tout soit très fragile, j'avais l'impression que c'était la même chose. Enfin, c'était l'idée de mettre des comédiens ou des personnages dans des espaces. C'est trop beau et enfin, il y a un vrai parallèle entre les deux, mais je préfère quand c'est moins sérieux. Alors, si je m'adresse à toi, Jeanne, à l'âge de 5 ans et que je te demande qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande, qu'est-ce que tu me réponds? Fleuriste. Fleuriste. J'aimais trop voir comment on choisissait les couleurs, les fleurs, et après comment on les emballait avec du papier, tout ça. Je crois que genre l'idée de composer de la couleur et de venir l'enrober dans toute cette papeterie, je crois que ça me fascinait. Et je pense que je voulais être peintre aussi. En tout cas, il y a toujours eu un aller-retour entre la nature et les couleurs. Et un peu après 5 ans, plutôt 10 ans, je voulais être paysagiste. Je me disais que c'était incroyable de fabriquer des jardins que de son vivant on verrait jamais, mais qui allaient continuer d'exister et de grandir après que la personne les pensait. Ça me fascinait vachement. Et est-ce que petite, tu étais plutôt du genre ancrée dans la vie ou un peu la tête dans les étoiles? Plutôt la tête dans les étoiles. J'imaginais vivre au plafond de ma chambre. Je pensais toujours que j'aménageais le plafond. Tu as un parcours d'artiste, je crois que tu as fait un début dans les arts graphiques et la conception de pochettes de disques, c'est ça? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, j'ai fait un début dans les arts graphiques et oui, parce que vraiment, moi, ma première passion, c'est de dessiner, c'est de peindre, c'est de fabriquer, parce que je viens de cette famille de bricoleurs. Je viens de la matière, vraiment. Enfin, c'est l'endroit qui me plaît le plus. J'ai commencé à faire des pochettes d'albums qui sont devenues des clips, mais je faisais vachement d'installations vidéo. Et puis de là vient la mise en scène, et puis de la mise en scène vient l'écriture, et de l'écriture vient le cinéma. Mais ça part vraiment souvent de... Mes idées, elles viennent d'images et de décors, et après j'ai l'impression que je pars d'un espace pour mettre des personnages dedans. Et j'ai l'impression que les couleurs sont très importantes pour toi. Tu as beaucoup d'œuvres d'art très colorées. La couleur, ça représente quoi pour toi? Moi, je parle souvent de vibration. Je sais pas, je suis très touchée par les choses qui vibrent ensemble. Quand il y a des couleurs qui s'associent, ça crée de la vibration et ça crée de l'émotion. J'aime beaucoup l'idée de beauté. Enfin, je suis très touchée par la naïveté de la beauté. Je sais pas comment dire, mais je suis très admirative du travail de Matisse ou de Hockney, ou des gens qui ont cette approche de la beauté assez purement. Est-ce que le rêve et l'imaginaire ont toujours eu une place primordiale dans ta vie, dans ton enfance, peut-être? Énormément. Dans les citations que tu disais dans ta question, j'ai pensé à une que j'aime beaucoup et qui est dans Radio Bohème. C'est l'imagination, c'est les yeux de l'âme. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que elle dit tout. Je pense qu'entre les choses les plus profondes qu'on a en nous et l'imagination, c'est énorme. Les rêves, moi je rêve beaucoup et j'ai un rapport avec mes rêves très 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 intense. Je fais des rêves lucides. Enfin, j'ai ce truc... j'aime énormément dormir parce que j'aime énormément rêver. Non, mais c'est vrai, c'est un truc où je me laisse le temps de ça et je sais que c'est précieux et depuis toute petite, j'ai toujours fait très attention à mes rêves et je sais pas comment dire,
je sais pas, je les fabrique, mais j'en prends très soin, quoi. Et donc, oui, l'imagination et les rêves, c'est le sens de la vie. Enfin, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui résonne avec comment on perçoit le monde. Dans votre dossier est écrit intérieur, nuit, voiture. Ouais. C'est ça? Je m'imaginais m'immiscer dans son dernier voyage. Mais bon, c'est peut-être ridicule, moi j'en sais rien. L'imagination, c'est les yeux de l'âme. En grandissant, est-ce que tu as eu la sensation de te heurter au monde réel ? Oui, à un moment, on se heurte au monde réel et la création vient contrebalancer le monde réel. Je crois que c'est l'endroit où on trouve l'équilibre de survivre dans ce monde. Avec Cosmé, on était ensemble, c'était le début de notre histoire. Il y a eu les attentats du 13 novembre. Là, ouais, le monde réel devient très violent. Et Adieu Bohème ou Le Bal, qui sont nos premiers projets, répondent aussi à ça. Le Bal, c'est l'idée d'une bande de potes qui, avec pas de moyens et dans des conditions, on était en plein dans cette période d'attentats. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on crée de la magie, de l'onirisme, on parle d'histoire d'amour, c'est très naïf et c'est très simple. Et en même temps, c'était nous, notre façon d'être heureux dans cette période qui était très dure et de provoquer ou de créer des émotions ou d'inviter les gens à passer des beaux moments. Tu vois, on se disait c'était la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de se réunir et de créer des mondes parallèles beaux. Et Adieu Bohème aussi, et ça parle vraiment des attentats, c'est l'idée d'un deuil de quelqu'un qu'on a perdu dans les attentats du 13 novembre, et de l'amener et d'en parler, et de faire un hommage aussi à cette ville dans laquelle on a grandi, qui est Paris, et cette attaque des attentats, elle était pour nous très ciblée, enfin c'était complètement notre... Cosmé, la veille, il était dans l'endroit qui a été attaqué le lendemain. C'était vraiment notre génération, notre mode de vie, tout ça qui était remis aussi en question. Donc, ce moment-là, on est heurté par la réalité et ça crée aussi... Ce qui est beau, c'est que ces moments de souffrance ou enfin, ces moments durs quoi qu'on a tous vécu, c'est aussi ça qui crée des idées, qui donne l'envie de se réunir et d'inventer des choses. Tout à fait, et donc tu peux dire que le pouvoir de la création vous a sauvé en quelque sorte et vous sauve presque. Ouais, je pense pas qu'on sauve personne, hein, malheureusement, mais moi souvent je me suis demandé à quoi ça servait de faire ce que je faisais dans la vie, c'était quoi mon métier et à quoi ça sert de faire tout ça. Et il y a plein de moments où j'ai trouvé que c'était absurde et fou et à d'autres moments je me suis dit que c'était la chose la plus primaire des humains quoi, depuis le temps des hommes des cavernes. On peint sur les murs et on se raconte des histoires et on fait de la musique, c'est la seule chose qui traverse l'histoire de l'humanité, ouais. C'est la création. Et quand il y a le confinement et que tout s'arrête, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de lire, c'est de regarder des films et s'écouter de la musique et de manger et de regarder le printemps éclore. Mais sinon, en fait, il y a rien d'autre qui reste. Tout peut s'arrêter. Il y a une chose dont on a absolument besoin, je crois, à tous les humains, dont on a besoin pour vivre heureux, c'est de se raconter des histoires. La dernière fois qu'on s'est vu? Ça, c'était le 12 novembre, sur le parvis de la bibliothèque. Moi, j'avais envie de me balader, et il faisait froid, donc t'es rentré chez toi. Le lendemain, tu buvais un verre avec une copine. On s'était promis de dormir ensemble. Tu t'es retrouvé dans une fusillade, c'était le 13 novembre. Vous venez d'entendre un extrait du magnifique Adieu Bohème que je me repasse en boucle, sans jamais m'en lasser.
Nous voilà immergés dans les étonnantes coulisses de la fabrique à souvenirs du professeur Turel qui délivre ses remèdes cinématographiques au 6e sous-sol de l'Opéra Bastille. Son médicament ? Une armée de figurants en costume prêts à jouer la comédie demandée pour panser les plaies d'un cœur brisé. J'ai aussi adoré Le Bal, tragicomédie romantique entre Grease et West Side Story, qui multiplie les gags et les trouvailles poétiques. Été impressionné par l'inventivité de Georges Sauve-le-Monde, jonglant entre le spectacle vivant, une ville en maquette plus vraie que nature, Chupo City, et des personnages sur pellicule. Et regardé totalement happé, l'impressionnante fiction Jour de gloire, ancrée dans la réalité du second tour de la présidentielle française, filmée en un plan séquence grâce à un dispositif dingue, chorégraphié au millimètre près dans un village du Lot-et-Garonne. Eut le souffle coupé devant le Génial Intelligence, court-métrage existentiel conjuguant réalité avec un Vincent McCain en chair et en os et filtre de l'animé. Alors je me demande comment toute cette histoire a commencé. Il y a 10 ans, avec Cosmé, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami musicien qui s'appelle Lou Rotzinger, qui est un de nos grands partenaires de création depuis des années. Et puis, on avait cet ami commun et Lou, il a voulu qu'on se rencontre. Et ce qui était fou, c'est que Cosmé venait de faire un film qui s'appelait Jeanne à ce moment-là. Il venait de terminer et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis après, on avait avec Cosmé cette passion de cet endroit un peu méta, qui est cet endroit entre la réalité et la fiction. On avait beaucoup de références communes et une façon de réfléchir assez similaire avec des compétences très différentes. Cosmé, il était comédien à l'époque et très metteur en scène, vraiment. Il a ce côté très théâtral, il dirige les acteurs génialement bien. Et puis, moi, j'ai plus cet endroit de scénographie, de concept, donc il y a vraiment une rencontre entre des savoir-faire assez différents et très complémentaires et en même temps une vision commune. En fait, on a ce truc-là où on voit la même chose au final et on a des chemins pour y arriver et pour se compléter qui sont complémentaires et qui font qu'on va vers la même chose. Et ça, c'est assez génial de rencontrer quelqu'un avec qui on partage comme ça cette vision ou en tout cas cette envie de création et qui se trouve vraiment à cet endroit un peu ambigu entre toujours avoir envie de casser le 4e mur, de cette frontière entre la réalité et la fiction. Je crois que c'est vraiment un truc qui nous lie dans notre manière de créer. Et ce nom de scène, il paraît symbolique, la comète. Est-ce que tu peux me dire d'où il vient ? La première fois que j'ai vu Cosmé, je suis allée dans le théâtre de sa famille, qui est le théâtre Aleph, qui est un théâtre franco-chilien à Ivry-sur-Seine, qui est un endroit extraordinaire et incroyable, qui a une histoire complètement dingue, parce que c'est l'histoire de son père, qui est un exilé politique, qui a fui la dictature et qui a recréé son théâtre en France. Et il y a une pièce qui s'appelle Le Cabaret de la Dernière Chance, qui est donc une pièce du père de Cosmé. Et tous les personnages attendent le passage de la comète. Et donc moi j'ai vu cette pièce-là, c'est là que j'ai rencontré Cosmé. Il y avait donc Lou qui faisait la musique sur scène, qui m'avait invité à venir voir cette pièce. Et après j'ai rencontré Cosmé et je le surnommais la comète parce que Cosmé est né le jour du passage de la comète. En 86. Et c'était une espèce de blague entre nous, la comète, et on a décidé de s'appeler la comète. C'est une boule de pierre en mouvement dans l'univers qui fait des cycles comme ça, qui tourne autour de la Terre avec un peu de distance, et en même temps c'est assez serein une comète, ça a un cycle, ça vient, ça repart et ça revient, je sais pas, il y a quelque chose qui est beau. Voilà, donc ça s'est fait très simplement et très naturellement, ça vient du père de Cosmé, la comète. Avec Cosmé, vous débutez par des réalisations de clips à l'atmosphère onirique ou psychédélique pour Flavien Berger et Lou Rotzinger, qui sont vos acolytes pour la plupart de vos créations, et qui, je trouve, installent à chaque fois une atmosphère absolument sublime et intense. Et ensuite, vous passez à la réalisation et à la mise en scène de films-pièces d'un genre nouveau, le méta-cinéma. C'est vraiment comme un rendez-vous, en fait, parce que soit c'est en ligne, il faut être connecté, soit on vient sur place au théâtre voir ce spectacle entre cinéma et théâtre. Est-ce que c'est une façon de réenchanter l'époque ? Parce que j'ai lu que vous disiez qu'avec Internet, on a trop l'habitude de zapper. L'idée du métacinéma, ça vient de plein de réflexions, et puis plus on en a fait, plus on a compris aussi ce qu'on était en train de faire, comme souvent.
Mais au tout départ, ça vient de l'idée de donner rendez-vous aux spectateurs avec l'idée que Internet est la plus grande salle de cinéma au monde, si on veut. Ça veut dire de réunir les gens comme au cinéma. En fait, on se réunit dans une pièce, on s'assoit et on va tous ensemble regarder quelque chose au même moment. De rendre précieux un moment sur Internet, ça venait de là l'idée. Et que ce soit ouvert à tout le monde, mais qu'il y ait cette idée de rendez-vous, ça nous semblait un truc chouette à essayer. Et puis après, on a compris, ou on a découvert plein de choses en le faisant. Et puis aussi à l'idée d'être libre en faisant du métacinéma, ça veut dire que c'était une façon de fabriquer des films assez rapidement, de les diffuser, qu'ils soient vus, qu'ils existent, parce que le cinéma, ça prend du temps à fabriquer, c'est long, ça coûte cher, et il faut... Enfin, faut être patient, et souvent quand on a l'idée de raconter une histoire et le moment où elle s'écrit, elle se fabrique et elle se diffuse, c'est extrêmement long dans le cinéma. Donc il y avait l'idée d'être au plus proche du moment où on a envie de dire quelque chose et de le dire et de le fabriquer. Et méta-cinéma, ça veut dire quoi exactement ? Méta-cinéma, c'est un mot qu'on a emprunté qui veut dire le cinéma qui parle de lui-même, comme La Nuit américaine, ou c'est quand le cinéma se met en scène, c'est quand il s'auto-raconte. Et ça va avec cette idée de frontière entre réalité et fiction, parce qu'on sait plus ce qu'il y a de vrai, comme c'est une équipe de tournage qui fabrique un film, il y a cet endroit de vortex un peu, ce truc qui s'auto-alimente un peu. Oui, justement, l'une des particularités, c'est de dévoiler les coulisses de la fabrication en fait, d'un film ou d'une pièce, et ça donne vraiment des scènes géniales en fait. Moi, j'aime beaucoup la scène de l'avion dans le bal, où le metteur en scène le dit, il dit on a fait le choix de se retrouver ici dans un garage et de faire du cinéma avec du carton. Et voilà, il demande à tous ces comédiens d'être le vent, d'être les éclairs. Enfin voilà, nous on se retrouve face à deux personnages qui sont dans un petit avion fabriqué sur un échafaudage, et ce moment il est absolument fabuleux parce qu'après on part avec un poème de Pablo Neruda, on part très vite. Et est-ce que c'était cette envie aussi de montrer qu'on peut créer de l'extraordinaire dans une réalité très ordinaire ? On est dans un garage et c'est un peu le côté tout est possible de l'enfance finalement. Ouais, complètement. Et puis c'est nos conditions de travail. Surtout il y a 10 ans en fait, on faisait avec que de la récup, tout ce qu'on trouvait, tout ce qu'on nous filait, et on n'attendait pas d'avoir d'argent, ni de producteur, ni d'avoir le droit de fabriquer ou de créer. On se disait ben voilà, on appelle tous nos copains, nous on va faire ça là, on a récupéré ça, et puis on le fait en fait. On le fait, et Cosme il m'a appris ce truc là quand je l'ai rencontré, que je trouvais génial, qui est que si on veut, en fait créer c'est infini, on peut ne jamais finir un tableau, on peut ne jamais finir un livre, on peut toujours avoir le fantasme que un jour on fera un film, que un jour, je pense que c'est très dur d'aboutir quelque chose d'une certaine façon. Et le fait de donner rendez-vous à quelqu'un quelque part, c'est Cosme qui me disait ça, il me disait il faut se donner rendez-vous avec soi-même. Dans 1 mois, on aura fini, on aura écrit un film, on aura donné rendez-vous aux gens sur internet, et à partir du moment où t'as donné rendez-vous, t'es obligé d'y être et t'es obligé de faire quelque chose. Et c'est là où on peut aboutir, enfin, c'est jamais abouti, c'est jamais fini, et ça pourrait être toujours mieux. Mais un moment, on photographie, on arrête quelque chose parce qu'on a donné rendez-vous à quelqu'un quelque part. Pardon, je suis désolé, mais en fait, là, on est censé partir au-dessus du Pacifique, d'accord? Mais là, on n'est même pas au-dessus de la Seine, on est même pas au-dessus d'une flaque, les gars, quoi. Je sais pas, je sais, hein, on est à Gentilly, dans le 9-4, dans un parking, en train d'essayer de faire du cinéma avec du carton. Mais s'il n'y a pas un minimum d'envie... Enfin, là, on est... Je sais pas comment vous dire ça, hein, mais c'est un fantasme, on est dans le fantasme de Pierre, d'accord? Donc Marianne, toi, t'es folle amoureuse. Je veux dire, Sigrid, tu viens de te réveiller ou quoi? Félix, tu rigoles, mais tu fais le vent, mec, t'es le vent. Enfin, c'est une tempête, donc du rythme. Basile, c'est les éclairs, la lumière, c'est les éclairs, c'est papa. Enfin, je retrouve un... Et la foudre, ça tonne, puis ça tonne, puis des contre-rythmes. Enfin, faut trouver des trucs, enfin... Guillaume, t'as le foulard de Marianne entre les mains, le foulard, c'est beau, enfin... Tu vois, même le mot foulard, c'est pas un Kleenex, ce bordel, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, en fait, mais on a fait le choix, nous tous, là,
de se retrouver après 3 mois de confinement. Je veux dire, ça pète dehors. Tout le monde se fait péter, que ce soit à Paris, ailleurs, aux States. Et nous, on a fait le choix de se retrouver ici et d'essayer de faire du cinéma avec du carton. Sauf que s'il n'y a pas d'envie, bah, ça reste du cinéma et on voit du cinéma avec du carton. On voit le carton, c'est pas du cinéma, ça n'a pas de rêve, ça n'a pas de poésie. Donc mettez un peu d'envie. Boubou, c'est un texte de Neruda, enfin, ça parle d'amour. T'as jamais été amoureux, mec, ou quoi? Si? Je sais pas. Dim, ramène-lui un micro. Prends un micro et puis parle-nous. Tu vois ce que je veux dire? Et Lou, je t'ai dit, c'est une tempête. On est dans une tempête. On a besoin de partir avec vous, les gars. Ok, tout le monde est bon? Ouais? Ok. Moteur. Ça tourne. Et action. Comme souvent, c'est des plans séquences, c'est ça, c'est filmé, il n'y a pas de montage derrière et tout ça, ça risque à tout moment les rater. Ouais. Et est-ce qu'il y a une anecdote ou des anecdotes d'un moment vraiment magique, d'un raté qui est devenu une beauté sur un tournage? En fait, il n'y a jamais de raté. Il peut y avoir des dérapages, mais pour moi, la création, ce n'est que du dérapage. En fait, ça va avec l'idée de faire avec du carton, ou ça va avec l'idée de faire avec ce qu'on a. Et ça va avec l'idée que quand ça déraille, c'est souvent là que... Enfin, l'accident, pour moi, c'est le propre de l'idée ou de la création. C'est que on pense qu'on va faire ça et puis tout va être différent. Je peux te donner une idée. Là, il me vient une idée, par exemple, quand on a fait Jour de gloire, qui est un film qu'on a fait en direct le soir des élections présidentielles. Il était prévu qu'il pleuve. Donc on nous a demandé d'inventer un scénario pluie, donc il fallait tout repenser dans l'espace, nos déplacements, nos plans séquences. Et la contrainte de ce scénario pluie a fait qu'on a remis en scène toute une partie du film à l'intérieur de la maison, parce qu'on n'avait pas du tout pensé comme ça au début. Et en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que c'était 100 fois plus beau de mettre en scène cette partie du film dans la maison. Et c'est le scénario pluie qui était une angoisse, une contrainte, qui a créé quelque chose de plus beau et de plus cool. Et souvent la météo, c'est dans le métacinéma, c'est un problème. Ou dans le tournage, ça demande de réinventer des choses. Donc c'est pas vraiment un dérapage, mais en fait chaque contrainte, ce n'est que ça, ce n'est que des contraintes de temps, d'argent, de disponibilité, ça crée toujours des bonnes idées. Et justement, on va parler de processus créatif. Quel est le point de départ pour Cosmé et toi? Est-ce que ça va être un mot, un accessoire, un lieu? Ça dépend, ça peut être un événement du monde qui nous crée une idée ou une façon d'avoir envie de réagir avec une émotion à quelque chose, comme on parlait des attentats. Ça c'est le point de départ d'un film comme Adieu Bohème. Par exemple, Jour de gloire, c'est vraiment un travail in situ, c'est un travail sur le territoire, dans des espaces. Adieu Bohème aussi, c'est un endroit de création qui est in situ, qui est dans l'espace en fait. Souvent, on traverse des espaces et on commence à imaginer les choses en fonction de comment on pourrait déambuler, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce couloir, dans ce jardin, dans cette maison. Je pense qu'on a un rapport à l'espace très fort. Mais c'est assez variable. Des fois, c'est une musique, c'est un morceau. Intelligence, c'est un morceau de Chico Buarque qui a fait phaser Cosmé sur la vie d'un homme le temps d'une journée. Et il y a plein de choses qui peuvent être des déclics, des étincelles à la création. Si on parle des œuvres, elles ont toujours pour toile de fond des thèmes assez graves finalement, même si elles peuvent paraître parfois un peu cocasses, telles que la maladie dans Point Nemo, le deuil suite aux attentats de Paris dont on parlait dans Adieu Bohème, la solitude et le rapport à sa propre finitude dans Intelligence, mais aussi les différents politiques et puis les incompréhensions familiales dans Un jour de gloire. Quel est votre rapport à la réalité avec Cosmé? Est-ce que vous cherchez à vous en échapper ou à la sublimer? Je pense qu'on la sublime plutôt. En fait, on s'aperçoit que ça fait des années qu'on parle du deuil et de la mort. En fait, je crois qu'il y a un truc très 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 morbide dans notre travail finalement. Et même là, on se dit, mais il faut qu'on arrête. Mais je pense que c'est très bizarre. Et on s'en rendait pas compte. Mais là, depuis 1 ou 2 ans, on se dit, c'est dingue. On revient toujours à cet endroit
Mais questionnement. Ouais, mais parce que je pense que la création, elle est très liée à la mort d'une façon. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que quand on pense à la mort, et ben on pense à la vie. Et quand on pense à la vie et qu'on se dit qu'on va mourir, on se dit que c'est court la vie et qu'il faut qu'on fasse plein de choses. Et je pense qu'avec Cosmé, on a ce truc-là où on se dit souvent oh là là, il faut qu'on ait eu le temps de faire tout ça dans notre vie, il faut qu'on se dépêche. Donc je pense que ça crée une urgence vachement. La mort crée une urgence de création énorme. Je pense qu'on aime bien sublimer et je pense qu'on aime bien parler de sujets profonds, mais de les amener à des endroits fantomatiques. Je crois qu'on a ce truc-là aussi en commun, c'est qu'on aime bien le monde invisible, on aime bien le monde parallèle, et ça rejoint les rêves et l'imagination et les fantômes et tout ce qui nous entoure, qui est pas tangible. L'autre jour, on avait une bonne discussion en scooter, on se disait, en fait, le cinéma pour nous sert ou la création sert à montrer le monde invisible, à mettre des images sur ce qu'on peut pas voir avec nos yeux. Et le cinéma, on peut faire croire qu'on le voit avec nos yeux, mais c'est à travers des images fabriquées. Mais je pense que, en fait, on crée des choses pour raconter le monde invisible. L'un de vos comédiens, je crois, a dit de vos projets qu'il y a toujours une dimension d'impossible et d'infaisable que vous rendez possible finalement. Et moi, ce que je vois dans votre travail, dans vos œuvres, c'est justement des échappées. En fait, vous donnez des possibilités qu'on n'imaginerait pas du tout à vos personnages. Et donc, on se dit que c'est peut-être possible pour nous, êtres humains. Et notamment, je trouve ça très beau dans Intelligence. Le personnage apprend qu'il va mourir et il se rend compte qu'il va pouvoir générer son fantôme. D'ailleurs, c'était un peu avant l'IA, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez été précurseur. Quel est votre quête ? C'est montrer que l'imaginaire, la poésie, le changement de regard peuvent ouvrir tous les possibles dans l'existence. C'est notre survie, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est la chose la plus vieille de l'humanité et la plus éternelle de l'humanité. En fait, on rêve tous, les humains quand même la nuit, ils rêvent. Ça fait partie de notre vie et je pense qu'on est dans un monde où c'est dur de rêver et pourtant c'est la chose la plus simple, quoi. Dans chacune de vos œuvres, on est projeté dans un autre monde en fait, une autre planète. Je crois que pour Intelligence, tu as fait les décors à partir d'un logiciel de jeu vidéo et tu racontais que c'était un décor totalement miniature, c'est assez fou. Comment tu les penses, ces moyens de plonger ailleurs finalement ? Ça vient souvent d'une envie d'expérimenter des outils. Moi, j'aimerais trop créer un mouvement qui s'appellerait les geeks organiques. Je trouve que c'est... Non, je dis ça en rigolant. Comment tu le définis Et en fait, je trouve qu'on est une génération. Enfin, moi, je me sens exactement une génération. Je suis née en 94, donc je suis la toute fin d'un monde où il n'y a pas encore Internet, il n'y a pas encore d'ordinateur. Enfin, on a quand même encore des livres. Ouais, on a des VHS. Enfin, il y a de la matière. Et en même temps, on est la première génération à grandir et à s'emparer totalement des technologies. J'ai l'impression d'être vraiment la dernière génération qui a encore grandi dans quelque chose de très organique et en même temps qui a commencé à travailler avec des outils très numériques. Et en fait, c'était cet endroit-là qui me plaît vachement. Et ça revient avec la réalité et la fiction. Par exemple, Intelligence, c'est exactement cette rencontre-là entre... un logiciel pour créer des jeux vidéo, c'est de la 3D, c'est un monde qui est désertique, qui est un peu futuriste mais un peu rétro-futuriste, c'est des immeubles de bureaux vides, tout ce truc là qui est fait d'abord sur ordinateur, qui a du sens pour ce qu'on a envie de raconter, c'est cette espèce de solitude et de vie morne un peu dans la grande ville, dans la solitude de la grande ville. Et après, tout ça, on le fabrique sur mon ordinateur. Et après, c'est tout en papier. Tout est réimprimé, découpé, rescanné. Et là, d'un coup, ça prend vie aussi. Et cet endroit-là, ça crée des esthétiques qui, moi, m'intéressent. C'est pareil pour Georges Sauve le Monde. On a fabriqué toutes les maquettes. En fait, c'est créé sur des logiciels. C'est tout découpé avec des grosses machines qui sont des découpes laser, des imprimantes 3D. Donc, en fait, on a besoin
du numérique et de toutes ces technologies qui appartiennent à notre... Enfin, mes grands-parents, ils n'avaient pas de découpe laser pour faire des maquettes, mes parents non plus. Et nous, on a cette chance-là de pouvoir prendre le numérique et tous les outils de notre génération et comme de les remettre dans cet endroit de sensualité, de matière, de vie, quoi, que je trouve qui amène... Et j'adore cette fusion, enfin j'adore ce point de rencontre entre les deux. Et le métacinéma, c'est complètement ça, c'est un truc genre ultra technologique, c'est beaucoup trop compliqué techniquement d'avoir une caméra en direct et tout, et de mixer tout, le son, la lumière, c'est vraiment compliqué techniquement. Et en même temps, c'est au service de la chose la plus simple, c'est juste de cet endroit un peu théâtral où tout peut être tellement fragile et ben voilà, c'est d'allier la technologie et la fragilité. Je trouve que c'est un endroit de rencontre et de création qui est super intéressant. Les artistes, ça sert à ça sert à détourner les outils qui sont fabriqués pour faire d'autres choses. Enfin, l'intelligence artificielle, tous les ordinateurs, a priori, c'est tous les outils quoi, deviennent des tremplins de création et c'est à nous de les détourner, de s'en emparer, de les réinventer, de les questionner, de les détourner, quoi. Je voulais vous demander à Cosmé et à toi si cet univers que vous créez depuis 10 ans maintenant avait créé de la magie dans votre vie à vous. Ouais, je pense souvent, des fois on rigole où ça nous arrive d'emprunter des répliques de nos personnages pour se répondre dans la vraie vie, souvent. Dans le bal, il y avait un personnage qui disait « Tu m'emmerdes avec la vraie vie » et tout. Et la vraie vie, c'est plus complexe que ça. « Tu m'emmerdes avec la vraie vie ». Parfois, on se met dans la peau de nos personnages pour échapper à des contextes chiants. Ça, c'est marrant. En fait, si on peut décrire la comète, c'est un peu notre planète. Moi, j'aimerais personnellement y vivre. Est-ce que c'est votre monde rêvé à Cosmé et à toi? Et comment vous décririez votre manière d'être au monde? Moi, j'adorerais pouvoir créer mon fantôme. Ouais. J'adorerais pouvoir aller au sous-sol de l'Opéra Bastille et de pouvoir me séparer de la plus belle des manières. J'adorerais... Oui, il y a plein d'endroits qu'on crée dans nos histoires qui sont des façons d'inventer un monde qu'on aimerait bien vivre. On aime bien jouer, hein, je crois. On aime bien jouer, on aime bien décaler on aime bien un peu désaxer la réalité. C'est vaste, hein, mais on aime bien trouver le 7e étage et demi, c'est dans la peau de John Malkovich. C'est un film qui est écrit par Charlie Kaufman où il y a cet endroit comme ça, qui est ces espèces de failles spatio-temporelles. Ouais, ces failles spatio-temporelles. Je pense que c'est ça qu'on aime bien essayer de trouver. C'est de mettre de la fiction dans la réalité et de faire des films en direct, ça permet ça. C'est cet endroit-là, ouais, c'est de décaler un peu le réel pour le rendre fantastique. Vous l'avez certainement remarqué hier soir, aux alentours de 22h, un phénomène très étrange au-dessus de notre ville de Tsupo City. En effet, des points lumineux visibles sur une bonne partie de notre globe. Vous n'avez pas rêvé, c'est le projet complètement fou de Cyberspace, initié par l'excentrique milliardaire Monsieur White. Je m'appelle Teddy Wilson. J'ai à peine 30 ans et je sors nulle part. Quand tu te retrouves à faire le tri dans les poubelles pour becter, tu te dis qu'il va falloir travailler sévère pour arriver à faire son trou. Jusqu'au jour où je suis tombé sur ce costume qui a changé ma vie. Une combinaison 3D électromagnétique qui décuple mes sens olfactifs et ma pression musculaire. Tout ça à la vitesse de l'éclair, un flash. Depuis ce jour, je suis Flashman. On a plein d'influences différentes et puis qui vont de la peinture au cinéma, à la musique.
Il y a beaucoup de musiciens autour de nous et de musique aussi. Et Cosme, souvent il dit faut travailler plus et tout. Tu crois que Michael Jackson il a fait comment? Mais il a travaillé comme un dingue. Ah ouais, c'est vrai. Ah, dans Georges Sauve le Monde, il y a plein de choses. Il y a John Carpenter, il y a le Ticket d'Or, Last Action Hero, il y a La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, il y a ces endroits justement où on passe le 4e mur, on rentre dans l'écran, on en ressort. Ça, je pense que... Il y a le non-film de Quentin Dupieux, qui est un de ses premiers courts-métrages. Pareil, il y a cet endroit très méta, cinéma, où on ne sait jamais s'ils sont en train de tourner, s'ils arrêtent de tourner, s'ils recommencent à... Enfin, cette espèce d'endroit un peu... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme nom? Charlie Kaufman, par exemple, c'est un scénariste qu'on aime beaucoup, qui a écrit Eternal Sunshine, évidemment. Michel Gondry, on l'aime beaucoup depuis qu'on est tout petit avec Cosme, tous les deux. Pour sa bricole hors norme et ses idées géniales. L'autre jour, on est allé voir l'expo de Wes Anderson à la Cinémathèque. C'est trop bien, tout son univers graphique, ses couleurs. Ouais, c'est trop beau. Moi, j'adore David Hockney, que je suis aussi allée voir à la Fondation Vuitton. Ce gars-là, il est extraordinaire aussi pour sa manière d'avoir fait de la peinture, ce qu'il y a de plus simple et beau. Et en même temps, il a toujours mis... il s'est toujours emparé des technologies. C'est le premier gars qui a dessiné sur un iPad, c'est David Hockney. Il a 85 ans maintenant, 87 ans. Et c'était le premier, il a acheté le tout premier iPad. C'est lui qui a... Quand il y a eu des photocopieuses, il sait comment il a commencé à faire de la photocopie à foison. Là, il a fait plein de trucs avec des scans numériques. Enfin, il est génial, ce gars. Et il a 85 ans et t'as l'impression qu'il peint des fleurs. Et il y a toujours une pensée aussi de dispositif ou de détourner un outil dans le travail de David Hockney aussi, qui est super intéressant. Ariane Mouchkine, je l'adore, c'est mon idole. Elle, par exemple, quand j'étais enfant et que je montais cette pente et que je voyais les comédiens se préparer, se maquiller, se costumer, et après que je voyais le spectacle, et presque j'avais encore plus de fascination pour voir l'envers du décor à la cartoucherie. Ça, c'est des endroits pour moi, étant enfant, extrêmement fascinants. Et alors, quels sont, si on peut en parler, les questionnements de vos prochaines créations à venir et les médiums qui vont être utilisés? Est-ce que c'est le métacinéma ou simplement le théâtre? Et quelle sera un peu leur atmosphère? Alors, il y a plusieurs projets en cours. Il y a un projet de théâtre qui s'appelle Crash, qui est un road trip. Un seul en scène avec Basile Laccueil, qui est tout seul sur scène avec une Fiat 500. Et qui fait un voyage entre Paris et Marseille, qui est encore une fois un mélange entre cinéma et théâtre. Ça veut dire qu'il y a un dispositif de caméra dans la voiture, mais aussi il y a toute une illustration de son imaginaire à travers des films noirs, de films noirs américains des années 50. En tout cas, il se perçoit comme une espèce de gangster. Il y a cet univers-là et en même temps il y a un truc très contemporain, c'est Laurent Garnier qui va faire la musique, qui est donc un musicien, DJ et musicien qui fabrique une musique très électronique. Donc il y a une rencontre entre deux mondes, un truc très contemporain qui est justement aussi inspiré plutôt de Carpenter ou du film Drive, où il y a quelque chose de plus urbain, mais qui vient rencontrer un espèce d'imaginaire un peu de gangster. Ça, c'est notre prochain spectacle qui s'appelle Crash. Et puis, sinon, on est en train d'écrire une série en métacinéma. Donc, on aimerait faire une série en live. Et là, ça parle d'arnaque sentimentale plutôt, qui est justement le rapport à l'amour virtuel. Et on vient de finir un autre court-métrage qui s'appelle Araucaria, qui est le nom d'un arbre qui peut vivre des milliers d'années. Et qui est un arbre qui date du temps des dinosaures. Et c'est l'histoire d'une femme paléontologue qui a une espèce de vertige temporel. Pareil, le temps se dilate. Une espèce de crise existentielle qui est encore un sujet un peu fort, mais qui est imagé de manière un peu onirique. Comme on parle de questions existentielles, moi, l'une des questions qui m'intéresse aussi, c'est comment tu définirais l'âge adulte? Je crois que l'âge adulte... La première chose qui me vient, ce serait comme
tenter de faire perdurer l'enfance. Je crois que ce serait ça. L'âge adulte pour moi, ce serait comme de garder ses yeux d'enfant, mais d'un coup ça devient un travail en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça le travail de l'adulte, c'est d'essayer de préserver son regard d'enfant. Et donc c'est un peu ce que vous faites avec Cosme. Ouais, c'est vrai. Avec la comète. Ouais, complètement. Complètement. Et alors la dernière question, qui est un peu la question générique du podcast, est-ce qu'on peut rêver tout en vivant dans la réalité ? Ben oui, je pense qu'on peut rêver en vivant dans la réalité et la réponse à ça, c'est d'inventer, c'est de créer. Je crois simplement, c'est de créer. C'est une histoire qui résonne au champ qu'à nous. C'est le genre d'élément dramatique qui dépasse la fiction. Hein. Ma vie n'est pas un chef-d'œuvre. Quoi? Non, rassurez-vous. Chaque vie mérite un film. Hein? Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de Désenchantement avec les fabuleux inventeurs de la comète film, Jeanne Frankel au micro et Cosme Castro en coulisses. Sachez qu'ils fêtent leurs 10 ans d'aventure artistique cette année et pour les intéressés, vous pourrez les fêter à la Maison des Métallos à Paris du 17 au 20 juin 2026 lors de leur carte blanche qui s'annonce démente. Autrement, je vous conseille de vous offrir une séance de méta-cinéma à la maison en visionnant les pépites de ce duo de génies. Tapez La Comète Film au pluriel sur YouTube ou connectez-vous sur leur site lacometefilm.com. Cette interview vous a-t-elle inspiré ? Êtes-vous prêt à nouveau à rêver ? Car on peut toujours se réinventer. Vous avez entendu ? Les ratés n'existent pas. Ils sont le propre de la création. Des petits miracles en somme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du podcast Désenchantement, tout attaché et au pluriel, et surtout dans un mois pour un nouvel entretien avec un enchanteur qui a su faire de sa vision une réalité. À bientôt pour cette nouvelle traversée.